Peut-être que le spectacle d'hier, même si c'était un peu un trompe-l'œil, nous a fait oublier qu'une Coupe du Monde, c'est aussi des matchs comme cet Uruguay-Égypte, des matchs tendus, défensifs, parfois franchement ennuyants, mais jamais inintéressants. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors 2 petits mots avant de lancer l'analyse de ce match. J'ai été contacté tout récemment par Puma via le biais de personnes très sympathiques que je salue pour porter certains de leurs maillots en vidéo. Et donc hier j'ai reçu le maillot de la sélection uruguayenne, un magnifique maillot que je voulais depuis un petit moment, mais qui malheureusement est un peu trop grand pour moi. C'est du M et moi j'ai un gabarit vraiment uruguayen pour le coup. Alors ce que je vous propose, c'est de vous le faire gagner sur Twitter. Et donc pour ça, rien de plus simple. Suivez mon compte WillowFootball sur Twitter et retweetez le post en question. J'annoncerai le vainqueur demain vers midi. Et voilà, j'en ai fini sur ce sujet. Je précise quand même que je suis pas payé par Puma pour cette annonce. J'ai juste bien apprécié leur démarche. Et voilà, maintenant c'est parti pour l'analyse. Alors comme hier et comme pour toutes les vidéos d'analyse de Coupe du Monde sur ma chaîne cet été, j'ai segmenté mes propos en 4 parties bien distinctes. Les enjeux, pour rappeler un peu le contexte du match, le scénario, pour ceux qui auraient tout simplement pas pu voir la partie, les enseignements, et là on rentre vraiment dans le dur, le concret de l'analyse, et enfin mon top flop. Alors l'enjeu majeur de la partie, il était indissociable de ce qui s'est passé hier. Cette large victoire de la Russie, elle a mis la pression sur les autres équipes du groupe pour marquer des points rapidement et avancer au risque d'être distancé. Parce qu'on sait que tout va très vite en Coupe du Monde, il n'y a pas le temps pour les faux départs, surtout quand un concurrent direct prend 3 points et plus 5 au goal average. Ensuite, hier, le sélectionneur égyptien Hector Cúper se montrait très optimiste sur les chances de Mohamed Salah de disputer cette partie et les autres. On rappelle qu'il s'est blessé en finale de Ligue des Champions, mais voilà, on était plusieurs à être assez dubitatifs, et finalement, il a débuté la partie sur le banc et il n'est même pas rentré. Ce match, c'était donc l'occasion pour l'Égypte de montrer ce qu'elle pouvait faire sans son guide, de répondre présent au rendez-vous dans une situation qui était loin d'être optimale, mais qui pourrait très bien se reproduire dans la suite de la compétition. Enfin, l'enjeu uruguayen, c'était d'assumer son statut de favori. On se rappelle qu'en 2014, ils avaient réussi une très belle campagne dans la peau de l'outsider, en sortant notamment à la première place d'un groupe Italie, Angleterre, Costa Rica, une situation à laquelle personne ne s'attendait. Aujourd'hui, la logique est totalement différente, la pression au pays est forte, on attend minimum un quart de finale, il fallait pas passer au travers de ce premier match. Alors on reviendra sur les enseignements tactiques de la première période dans quelques secondes, mais globalement elle a été marquée par un collectif uruguayen en panne de créativité et un bloc égyptien très solide. Après un premier tir cadré de Cavani à la 8e et un beau mouvement d'équipe mal conclu par Suarez à la 14e, le numéro 9 du Barça a ensuite eu la première grosse occasion du match, seul au second poteau suite à un corner dévié. Sa reprise un peu écrasée trouve le petit filet et c'est à peu près tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent. Au retour des vestiaires, le match est resté globalement sur le même ton, franchement peu reluisant, avec une Égypte inanimée et l'Uruguay sans solution. Et puis tout s'est accéléré à 5 minutes du terme, un coup franc de Cavani expédié sur le montant, et un coup de tête salvateur de Jiménez à la 90e pour le but du 1-0. L'Uruguay respire mais n'a pas de quoi pavaner. Alors mon premier enseignement il sera tactique et il concerne donc ce système en 4-2-2-2 de l'Uruguay qui tentait vraiment de faire la part belle au milieu excentré d'Arrascaeta et Hernandez. On a tout de suite vu qu'ils étaient recherchés vraiment en première intention avec des longs ballons obliques distillés par Vecino, Cáceres et même Godin parfois, avec cette volonté de, je pense, sauter le milieu et aller chercher directement les côtés. J'imagine que le plan c'était de mettre beaucoup de pression sur les défenseurs latéraux égyptiens, de multiplier les centres et même si ces grandes passes obliques n'aboutissaient pas toujours, ça permettait de récupérer des ballons intéressants, des seconds ballons intéressants pour Suarez et Cavani dans les 30 mètres. En plus, je trouve qu'au vu des forces uruguayennes, avec 2 très bons défenseurs centraux capables de jeu long, un tandem d'avant-centre qui fait partie des meilleurs du monde, et un milieu peut-être moins créatif, en tout cas moins capable de porter le jeu, de prendre le jeu à son compte, et bah au vu de tout ça, je trouve que ce 4-2-2-2 fait sens, son animation aussi, on peut pas dire qu'il n'y avait pas d'idée. Mais il a manqué trop de justesse technique, et puis c'était ennuyant. C'est dommage parce qu'on a très peu vu Bentancur dont on parle tant, même Vecino, et puis c'est surtout dommage parce que j'ai trouvé que quand les
milieux latéraux repiquaient à l'intérieur du jeu, bah là l'Uruguay a réussi quelques belles combinaisons, des beaux mouvements collectifs, donc voilà, j'ai hâte de voir comment ils procéderont contre l'Arabie Saoudite dans 5 jours. Deuxième enseignement que j'ai appelé en attendant Salah, on sait très bien que avec ou sans Salah c'est le jour et la nuit pour l'Égypte, même pour Liverpool parfois, mais voilà, pour l'Égypte, bah là on a bien vu la nuit, très peu d'inspiration offensive, c'était franchement assez triste à regarder, mais quelque part je pense que c'était un peu souhaité aussi. L'Égypte a plutôt bien bétonné, et finalement, sans cette tête de Jiménez à quelques secondes du terme, bah le résultat aurait pas été horrible. Un match nul obtenu contre les favoris du groupe, en l'absence de leur star, avec leurs espoirs de qualification encore intacts, bah malheureusement là ils sont au pied du mur. Et enfin, on attendait beaucoup du tandem Suarez-Cavani, deux des meilleurs numéro 9 de la planète, et le bilan est mitigé. L'avant-centre du PSG, lui, s'est montré plutôt à son avantage, avec une superbe reprise de volée sortie main opposée par le gardien égyptien, un coup franc expédié sur le poteau, un coup franc tiré côté ouvert expédié sur le poteau en fin de match, et surtout de superbes réalisations dans un registre dans lequel on l'attend pas trop, dans lequel on n'attend pas trop Cavani, c'est-à-dire dans le registre de la passe, avec deux très belles remises pour Suarez, qui lui a totalement bouffé la feuille, mais on va y revenir très vite dans les flops. Mais donc pour conclure sur cet enseignement, sur ce tandem Suarez-Cavani, cette fois un but un peu miraculeux a permis aux Uruguayens de s'en sortir, mais pour aller plus loin, il va falloir que les deux soient bons ensemble. On passe au top, et donc pour les raisons que je viens d'avancer, j'ai choisi en premier lieu Cavani. Ensuite, j'ai trouvé El Neni très bon. Leader de son groupe en l'absence de Salah, il a été la clé du bloc défensif égyptien, une grosse débauche d'énergie, comme toujours avec lui. Et enfin, on parlait hier soir des stoppers saoudiens dépourvus de qualité technique. Et ben on a eu le contre-exemple parfait cet après-midi avec Godin, jamais pris à revers défensivement, ok, mais qui a surtout souvent cherché à briser la première ligne depuis ses arrière-bases, et il l'a très bien fait. On passe au flop, et alors celui qui est le plus évident de loin, c'est évidemment Suarez. Il a raté absolument tout ce qu'il a entrepris, une finition hésitante, et le mot est faible, des passes pas assez appuyées, un manque de vivacité dans l'entrejeu, c'était un vrai match sans, et il faut qu'il entre vite dans sa compétition. Ensuite, on est obligé de citer un joueur offensif égyptien, au vu de leur production catastrophique, et si Warda s'est montré plutôt à son avantage, Trezeguet a été transparent, et j'ai le souvenir en plus d'un contre qui négocie très mal. Enfin, on attendait beaucoup de Bentancur, et depuis sa position un peu reculée, il n'a pas trouvé de solution, j'espère qu'on le verra monter en puissance. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels sont vos enseignements de ce match? Et quel est votre top flop? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires, et à très vite.